Bonjour et bienvenue pour notre exploration du jour. On va s'immerger dans La femme de ménage, le thriller psychologique de Frida McFadden, en se basant sur les extraits qu'on a pu lire. Alors, le personnage principal, c'est Millie Calloway, une jeune femme en situation vraiment précaire. Elle vit dans sa voiture, elle sort de prison, un secret qu'elle cache bien d'ailleurs, c'est 10 ans derrière les barreaux depuis qu'elle a 17 ans. Et le cadre, c'est tout le contraire. La maison des Winchester à Long Island. Le grand luxe, quoi. Ça crée un contraste saisissant. Oui, et pour bien planter le décor, dès le prologue, on a une scène choc. Millie interrogée par un inspecteur, Connors, à propos d'un cadavre retrouvé dans le grenier. Ça, c'est 3 mois après l'histoire principale. Ça met une ambiance directe. Ah oui, ça pose la question tout de suite. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Notre objectif ici, ça va être de décortiquer un peu les dynamiques complexes, voire tordues, dans cette famille Winchester. En se basant juste sur ce qu'on a, bien sûr. On va regarder de près les thèmes comme l'apparence versus la réalité. Ça, c'est central. La manipulation, le contrôle. Qui sont vraiment Nina et Andrew Winchester? Qu'est-ce qui se cache derrière la façade de cette maison si parfaite? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. D'accord, alors on commence par le commencement, hein. L'arrivée de Millie, l'entretien d'embauche avec Nina Winchester. D'un côté, on a le luxe, presque écrasant. Les vêtements chers, la déco hyper moderne, le home cinéma. Et de l'autre, Millie, qui est juste désespérée. Elle a absolument besoin de ce boulot pour s'en sortir. Du coup, elle s'invente un peu une vie, non? Le CV modifié, les fausses lunettes pour faire plus intello, puis le coup des lentilles quand les lunettes posent problème. Oui, c'est une mise en scène de sa part, c'est clair. Et ça fait écho en fait à la mise en scène de la maison elle-même. Le luxe est évident, le grand portail, le lustre qui brille, les photos de voyage. Mais il y a des détails qui mettent mal à l'aise tout de suite, comme la chambre de Millie. Toute petite, isolée, tout en haut. Et surtout, cette serrure à l'extérieur de la porte. C'est pas anodin, ça. Ça suggère qu'on pourrait l'enfermer. Ça installe direct un climat de méfiance chez Millie, qui se sent déjà très seule, sans personne dehors, comme elle dit. C'est vrai. Et ses premières rencontres dans la maison sont aussi assez contrastées. Andrew Winchester, le mari, il semble tout l'inverse de l'ambiance un peu bizarre. Charmant, riche, mais étonnamment sympa et simple avec elle. Ça la surprend après l'accueil plus froid de Nina. Et puis il y a Cecilia, la petite fille de 9 ans, décrite comme un peu énigmatique, très mature pour son âge. Elle préfère lire plutôt que d'être sur les écrans. Et Enzo, le jardinier italien, très silencieux, qui lui glisse juste un mot: dangereux. Franchement, au début, on ne sait pas trop où donner de la tête. C'est exactement ça. Cette confusion initiale est voulue, je pense. Prenons Nina, par exemple. Elle incarne vraiment cette dualité. D'un côté, l'image parfaite. Femme, riche, vice-présidente de l'assaut des parents d'élèves, obsédée par le blanc, la propreté. Et de l'autre, ce que Millie découvre. Le chaos. Une cuisine laissée en plan, un tampon usagé par terre. Et puis ses colères explosives, complètement disproportionnées, comme quand elle démolit la cuisine parce qu'elle trouve plus ses notes. Il y a aussi son physique qui a changé par rapport aux vieilles photos, et ses papiers de bonbons cachés. Ça suggère une tension, quelque chose qui va pas. Et puis, il y a ces affirmations, ces instructions. On ne sait jamais si elle oublie vraiment ou si elle ment. L'allergie de Cecilia aux cacahuètes, par exemple. Elle dit qu'elle l'a dit à Millie, mais est-ce que c'est vrai? Ou les noms d'écoles qui changent, Winter Academy, puis Windsor Academy. C'est de l'instabilité, ou c'est une forme de jeu malsain? Et sa jalousie envers Millie. Dès qu'Andrew lui fait un compliment, ça se voit tout de suite. Il y a une faille, c'est clair, mais difficile de savoir ce qui est vrai au début. Oui, et c'est là que les autres infos deviennent importantes. Ce que disent les autres mères, Patrice, Gillian, Suzanne, qui la traitent de folle. Elle parle d'un séjour en hôpital psy après qu'elle aurait essayé de noyer Cécilia bébé. Émilie, qui trouve de l'allopéridol, un antipsychotique, dans l'armoire à pharmacie. Ça semble confirmé. Mais la deuxième partie du livre nous révèle une toute autre histoire, beaucoup plus sombre. En fait, ce n'est pas elle qui est folle. C'est Andrew qui l'a droguée pendant des mois pour la faire passer pour folle. Il a mis en scène la tentative de noyade pour la faire interner à Clearview et voir le contrôle total. La soi-disant dépression postpartum, c'était une façade. Les médicaments, c'est lui qui la force à les prendre, et son obsession pour l'apparence de Nina, comme la couleur de ses racines, c'est un moyen de pression de plus. Ah oui, ça change tout. Du coup, parlons d'Andrew.
Lui, au début, c'est vraiment le prince charmant, beau, riche, il a l'air gentil, compréhensif. Il défend Millie contre Nina, il l'aide à nettoyer. Il a même un côté simple, il aime les hot dogs. Il a l'air d'être un super beau-père pour Cecilia, même s'il l'a jamais adoptée d'ailleurs. Et il dit qu'il veut d'autres enfants. Comment est-ce possible qu'une façade aussi lisse cache un monstre pareil? Ben, c'est tout l'art du manipulateur pervers, j'ai envie de dire. La façade, c'est essentiel pour eux. Mais il y a quand même des petites choses qui interpellent assez vite. Sa réaction bizarre quand il reçoit un paquet de sa mère, hein, Evelyne. Ou quand il se plaint à Millie des disputes avec Nina. Genre, 90% de nos discussions, c'est des reproches. On apprend aussi qu'il avait une fiancée avant Nina, une certaine Kathleen. Ça plane un peu. Et puis il y a cette soirée où Nina les surprend tard devant la télé, lui et Millie. La tension monte d'un cran. Et bien sûr, la fameuse soirée à Broadway. Il séduit Millie. Après que Nina ait planté tout le monde, ils passent la nuit ensemble à l'Hôtel Plaza. C'est le début de la fin, pour Millie en tout cas. Sa gêne le lendemain, c'est peut-être pas juste la culpabilité de l'infidélité. Parce que le vrai Andrew, celui qu'on découvre dans le récit de Nina et après, il est terrifiant. Sadique, manipulateur, obsédé par le contrôle. L'enfermement dans le grenier, c'est pas un coup de sang, c'est sa méthode de punition. Pour des trucs parfois ridicules, comme les racines des cheveux de Nina qui repoussent. La torture, elle est physique, le seau, l'eau limitée, la lumière aveuglante. Mais elle est surtout psychologique. L'humiliation constante, la faire compter ses cheveux arrachés. C'est d'une cruauté. Et le pire, c'est qu'il arrive à tromper tout le monde. Les médecins, les amis de Nina, la police au début. Son passé avec Kathleen, on apprend que l'inspecteur Connor, c'est le père de Kathleen d'ailleurs. Et cette anecdote horrible de sa mère qui lui arrache une dent avec une pince, ça donne une idée des racines de sa propre violence. Mon Dieu, cette histoire de dents, ça fait froid dans le dos. Ça explique peut-être des choses, oui. Et ce grenier, il devient vraiment le symbole de tout ça. C'est plus juste une chambre un peu nulle, c'est une vraie cellule. Exactement. La description initiale prend tout son sens. Petite, isolée, la serrure dehors, la fenêtre bloquée. Andrew dit même qu'elle est bien isolée phoniquement. C'est le centre de son contrôle. Les méthodes sont répétitives. Le seau, l'eau, la lumière. Pour Millie, il ajoute cette torture avec les livres lourds posés sur elle, sur son ventre, puis sur ses parties génitales. Et quand Millie découvre la caméra cachée, ça achève de faire de cet endroit une prison totale, où même l'intimité n'existe plus. C'est la déshumanisation complète. Mais Nina, malgré tout ce qu'elle subit, elle n'est pas juste une victime passive. La deuxième partie nous montre une femme lucide, piégée, oui, mais déterminée à s'en sortir. Et l'élément clé, c'est son alliance avec Enzo, le jardinier. On découvre qu'il parle très bien anglais en fait, et qu'il a ses propres raisons de détester les hommes comme Andrew. Sa sœur, Antonia, a été victime d'un mari violent et puissant qui s'en est sorti. Leur alliance, elle est fondée sur ça, sur un besoin de justice hors des clous. Et leur plan, il est incroyablement complexe. Nina sait qu'elle peut pas juste partir comme ça. Andrew la retrouverait ou la ferait passer pour folle à nouveau, donc il faut qu'elle s'en débarrasse. L'idée, c'est de lui trouver une remplaçante, une nouvelle victime, et c'est là que Millie entre en jeu. Nina doit faire en sorte qu'Andrew la trouve attirante, vulnérable, elle a besoin d'un sauveur, mais elle doit aussi faire en sorte que Millie la déteste. Elle, Nina, d'où le sabotage de la maison, le laisser aller sur son apparence, tout ça pour justifier d'avoir besoin d'une aide et pour qu'Andrew la méprise encore plus. Elle manipule même son désir d'enfant, elle porte un stérilet en secret alors qu'ils font semblant de suivre un traitement pour la fertilité. Elle fait même chanter le médecin avec des infos d'un détective. C'est machiavélique, hein. Et le choix de Millie, c'est ça qui est particulièrement troublant, moralement parlant. Nina sait pour le passé de Millie, pour l'homicide involontaire, pour défendre son amie. Elle l'a appris par ce détective. Et elle ne l'engage pas malgré ça, mais à cause de ça. Nina fait le pari que Millie, si elle est poussée à bout par Andrew, utilisera cette capacité à la violence pour se défendre. Et peut-être pour se débarrasser de lui. C'est une stratégie assez glaçante, hein. Utiliser le traumatisme et la violence potentielle d'une autre femme pour sa propre liberté. Et le piège fonctionne. Nina arrive à partir. Enfin, Andrew la met dehors en pensant avoir gagné et il reporte immédiatement sa violence sur Millie. Il l'enferme dans le grenier, il la torture. Mais Millie, c'est pas Nina. Elle trouve la caméra, ça la motive peut-être encore plus, et surtout elle tombe sur cette bombe de spray au poivre. Laissée là, on imagine, par Nina ou Enzo, le petit coup de pouce final. C'est ce qui fait tout basculer. Millie utilise le spray, elle neutralise Andrew un temps, et elle prend le contrôle. La situation s'inverse complètement. Et c'est là que ça devient très trouble. Parce que Millie, à son tour, fait subir des sévices à Andrew. Les livres sur les parties génitales. Et puis, cet acte symbolique terrible avec la pince et la dent. Elle reproduit le traumatisme d'Evelyn. Finalement, Andrew meurt.
Pas directement tué, mais de déshydratation, abandonné. La victime est devenue bourreau, d'une certaine façon. C'est à ce moment-là que Nina revient, prévenue par Enzo. Et face à cette scène d'horreur, sa première réaction, c'est de protéger Millie. Elle maquille tout en accident avant d'appeler la police. C'est une alliance scellée dans le sang, en quelque sorte. L'enquête qui suit est presque trop facile. L'inspecteur Connors en l'a dit, il est lié à l'affaire par sa fille Kathleen. Il comprend très vite ce qui s'est passé, l'enfer qu'elles ont vécu. Et sans doute par désir de justice pour sa fille, autant que par professionnalisme dévoyé, il décide de classer l'affaire. Mort accidentelle. Ce grenier dangereux, ça devient l'explication officielle. Et puis il y a cette conversation à l'enterrement, entre Nina et Evelyn, la mère d'Andrew. C'est surréaliste et glaçant. Evelyn reconnaît sa propre cruauté envers son fils et semble presque approuver ce qui lui est arrivé. Comme si la violence était une sorte de normalité dans cette famille. 1 an plus tard, l'épilogue. Millie essaye de se reconstruire. Nina l'a aidée financièrement, elle commence une histoire avec Enzo, elle cherche un nouveau job de gouvernante. Et elle est contactée par une certaine Lisa Killefer. Une autre maison de luxe. On se dit « Ah, un nouveau départ !» Oui, à première vue. Mais très vite, les signaux d'alarme s'allument. Lisa Killefer a une marque au bras, un bleu qui ressemble à une empreinte de doigt. Son mari, sur une photo, ressemble un peu à Andrew. Et Lisa, qui dit que c'est Nina sa référence, demande l'aide de Millie d'une façon un peu insistante, qui dépasse le simple emploi. Et Millie accepte. La question évidemment, c'est qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que le cycle va recommencer? Pour prendre un peu de hauteur, ce qu'on voit à travers ces extraits, c'est vraiment à quel point les apparences, surtout dans ces milieux très riches, sont trompeuses. Elles cachent souvent des horreurs psychologiques. Le contrôle coercitif, la manipulation, la lutte pour survivre, quoi. Tout ça est montré de façon assez crue. Et surtout, il y a cette zone grise, là où la victime, pour s'en sortir ou pour se venger, finit par utiliser des méthodes qui la rapprochent de son bourreau. C'est très net pour Millie, mais pour Nina aussi, d'une certaine manière. Oui, la force de l'histoire, c'est beaucoup la complexité de ces deux femmes. Elles ne sont ni toutes blanches ni toutes noires. Leurs actions sont un mélange de traumatisme, d'instinct de survie et peut-être aussi d'une forme de justice personnelle expéditive. Le fait de changer de point de vue en cours de route, de passer de Millie à Nina, ça nous oblige à revoir constamment notre jugement. C'est très fort. Absolument. Et pour conclure, je trouve que cette fin ouverte de l'épilogue est particulièrement bien jouée. Elle nous laisse avec Millie, changée parce qu'elle a vécu, au bord d'une situation qui ressemble étrangement à celle qu'elle vient de fuir. Est-ce que c'est une chance pour elle d'utiliser son expérience, y compris sa part sombre, pour aider une autre femme? Ou est-ce qu'elle est condamnée à revivre un drame similaire, peut-être dans un rôle différent cette fois? Quelle forme prendra son aide à Lisa Killefer? C'est une question qui reste là, en suspens, et qui fait réfléchir même après avoir fini la lecture.